En 1823, dans la ville prospère de Lyon, un jeune esclave noir nommé Gabriel arrive des colonies françaises pour servir dans la maison d'un médecin réputé. Doté d'une capacité extraordinaire à diagnostiquer et soigner les maladies, Gabriel stupéfie les médecins les plus érudits de la ville par son talent naturel. Mais quand son génie menace la réputation de ceux qui le considèrent comme leur propriété, une conspiration se forme pour l'effacer de l'histoire médicale. Entre reconnaissance volée et trahison calculée, cette histoire vraie oubliée révèle comment le racisme a privé la médecine d'un de ses plus grands talents. Avant de connaître le dénouement de cette histoire émouvante, abonnez-vous à la chaîne pour suivre de nouvelles histoires qui émeuvent, inspirent et transforment. Chapitre 1. Gabriel Moreau avait 24 ans quand il arriva à Lyon en novembre 1823, enchaîné dans la cale d'un navire marchand venant de Saint-Domingue. Il était né esclave dans une plantation de canne à sucre, fille d'une mère qu'il avait perdue jeune et d'un père qu'il n'avait jamais connu. Sa peau était d'un brun foncé, ses yeux noirs perçants, et ses mains, malgré les années de travail brutal, restaient étrangement délicates et précises. Le docteur Émile Beaumont, un médecin prospère de 52 ans avec une pratique florissante dans le quartier aristocratique de Lyon, avait acheté Gabriel lors d'un voyage d'affaires aux Antilles. « Ce nègre semble plus intelligent que les autres », avait-il dit à sa femme Marguerite. « Il pourra m'assister dans mon cabinet, porter mes instruments, nettoyer. » La maison des Beaumont, rue de la République, était une demeure élégante de 3 étages avec des meubles luxueux et une bibliothèque impressionnante. Gabriel fut installé dans un réduit près des cuisines, un espace à peine plus grand qu'un placard. Mais il ne se plaignit jamais. « Tu t'appelleras Gabriel », avait déclaré le docteur Beaumont. « C'est un bon nom chrétien. Oublie ton nom sauvage. »« Oui, maître », avait répondu Gabriel en baissant les yeux comme on lui avait appris. Les premières semaines, Gabriel ne fit que des tâches domestiques basiques. Nettoyer les instruments médicaux, ranger le cabinet, accompagner le docteur lors de ses visites aux patients riches de Lyon. Mais il observait tout avec une attention extraordinaire. Quand le docteur Beaumont examinait un patient, Gabriel mémorisait chaque geste, chaque question, chaque diagnostic. Un jour de décembre, le docteur Beaumont fut appelé d'urgence chez Madame Claudine Dufresne, une aristocrate de 60 ans qui souffrait de douleurs abdominales intenses depuis plusieurs jours. Gabriel l'accompagna, portant la sacoche médicale lourde. « Madame, vous souffrez probablement d'une indigestion sévère, » diagnostiqua le docteur Beaumont après un examen rapide. « Je vais vous prescrire un purgatif et une saignée. » Gabriel, qui se tenait silencieusement dans un coin de la chambre luxueuse, vit quelque chose que le docteur n'avait pas remarqué. La peau jaunâtre de Madame Dufresne, ses yeux légèrement jaunes, la position particulière où elle pressait son abdomen droit. Il connaissait ces signes. Dans la plantation où il avait grandi, il avait aidé la vieille guérisseuse, Mama Louise, qui soignait les esclaves avec des herbes et une connaissance transmise à travers des générations. « Maître, » dit Gabriel doucement quand il quittait la maison, « puis-je poser une question ?»« Quoi ?» Le docteur Beaumont était irrité. Ses diagnostics n'étaient jamais questionnés. Les yeux de madame, ils sont jaunes. Et elle touche le côté droit. Mama Louise, dans la plantation, disait que c'est le foie, pas l'estomac. Beaumont s'arrêta net dans la rue. « Comment oses-tu? Tu es un esclave ignorant. Tu ne connais rien à la médecine. » Mais quelque chose dans les mots de Gabriel le troublait. Il avait étudié à Paris, il connaissait les signes d'une maladie du foie. Et maintenant qu'il y repensait, les symptômes correspondaient. Mais admettre qu'un esclave avait vu ce qu'il avait manqué? Impensable. 3 jours plus tard, Madame Dufresne mourut. L'autopsie révéla une maladie grave du foie. Le docteur Beaumont fut critiqué par ses collègues pour son diagnostic erroné. Il rentra chez lui furieux et humilié. « Toi » cria-t-il à Gabriel. « Comment savais-tu »« Maman Louise m'a appris à regarder les signes, maître. Les yeux jaunes, la douleur au côté droit, la couleur de la peau. » Beaumont regarda Gabriel avec un mélange de colère et de curiosité croissante. « 7. Maman Louise, qu'est-ce qu'elle t'a appris d'autre ?» Pendant l'heure suivante, Gabriel expliqua comment Maman Louise pouvait sentir une fièvre avant qu'elle ne se manifeste. Comment elle utilisait des plantes pour calmer la douleur. Comment elle savait quand une blessure deviendrait dangereuse. C'était un savoir ancestral, transmis d'Afrique à travers l'esclavage, un mélange de médecine traditionnelle et d'observation aiguë. « Montre-moi » dit finalement Beaumont. Le lendemain, M. Jacques Girard, un banquier de 45 ans, vint consulter avec une toux persistante. Le docteur Beaumont l'examina, puis se tourna vers Gabriel qui attendait silencieusement. « Que vois-tu » Gabriel s'approcha prudemment. Il écouta attentivement la respiration de Girard, observa ses lèvres légèrement bleues, la manière dont il penchait d'un côté.
Le poumon gauche est malade, maître. L'eau s'accumule. Il faut la drainer. Beaumont fut choqué. C'était exactement ce que les signes indiquaient, mais il avait besoin d'examens plus approfondis pour le confirmer. Comment cet esclave pouvait-il le voir si rapidement? Il draina le poumon. Gabriel avait raison. Girard guérit en quelques semaines. Le docteur Beaumont commença à tester Gabriel secrètement. Patient après patient, Gabriel diagnostiquait avec une précision stupéfiante. Il n'avait jamais étudié la médecine formellement, ne savait pas lire le latin, ne connaissait pas les théories complexes enseignées à l'université. Mais il possédait quelque chose de plus précieux, une intuition naturelle, une capacité d'observation extraordinaire et le savoir accumulé de générations de guérisseurs africains. Chapitre 2. Les mois suivants transformèrent la relation entre le docteur Beaumont et Gabriel. Beaumont commença à emmener discrètement Gabriel lors de consultations difficiles, le présentant simplement comme son assistant domestique. Mais en privé, il consultait Gabriel avant de poser ses diagnostics. « Je ne comprends pas comment tu fais », disait Beaumont avec une fascination croissante mêlée de ressentiment. « Tu n'as jamais ouvert un livre de médecine. »« Les livres ne montrent pas tout, maître, » répondait Gabriel humblement. Maman Louise disait que le corps parle si on s'est écouté. En mars 1824, une épidémie de fièvre typhoïde frappa les quartiers pauvres de Lyon. Le docteur Beaumont, comme beaucoup de médecins, refusait de traiter les pauvres par peur de contagion. Mais Gabriel, secrètement et contre les ordres, descendait la nuit dans les quartiers misérables pour soigner les malades. Il utilisait les méthodes que Maman Louise lui avait enseignées, des tisanes pour réduire la fièvre, des compresses fraîches, l'insistance sur l'eau propre et la ventilation. Beaucoup de ceux qu'il soignait survécurent alors que dans les hôpitaux officiels, les patients mouraient en masse. Un nègre descend la nuit soigner nos malades, rapportèrent les habitants des quartiers pauvres. Il ne demande rien, il sauve des vies. La nouvelle parvint aux oreilles du docteur Philippe Moreau, un jeune médecin progressiste de 32 ans qui travaillait à l'Hôtel-Dieu, le grand hôpital de Lyon. Intrigué, il suivit Gabriel une nuit. « Qui es-tu » demanda Philippe en voyant Gabriel soigner une famille entière dans un taudis. Gabriel fut terrifié d'être découvert. « Je suis Gabriel, esclave du docteur Beaumont. S'il vous plaît, ne lui dites pas. Il me punira. » Mais Philippe Moreau n'était pas comme les autres médecins. Il avait étudié les nouvelles théories médicales, croyait que la médecine devait servir tous, pas seulement les riches. « Ce que tu fais est remarquable. Qui t'a enseigné ?» Gabriel raconta son histoire. Philippe écouta avec fascination. « Tu dois venir travailler à l'hôpital. Tes méthodes sauvent des vies. »« Je suis esclave, monsieur. Je ne peux aller nulle part sans permission de mon maître. » Philippe décida de parler au docteur Beaumont. La conversation ne se passa pas bien. « Vous voulez que je prête mon esclave à l'hôpital? C'est ridicule. Votre esclave a des talents médicaux extraordinaires. Il pourrait sauver des centaines de vies pendant cette épidémie. » Beaumont hésita. Une partie de lui était fière que son esclave soit si doué. Mais une autre partie craignait ce que cela signifierait s'il était largement connu qu'un esclave noir surpassait les médecins formés en université. Finalement, la cupidité l'emporta. « Très bien, mais l'hôpital me paiera pour ce service. Et son nom ne doit jamais être mentionné publiquement. » Gabriel commença à travailler à l'Hôtel-Dieu. Son impact fut immédiat et stupéfiant. Le taux de mortalité dans les sections où il travaillait chuta dramatiquement. Il introduisit des pratiques d'hygiène que les médecins considéraient comme inutiles mais qui fonctionnaient miraculeusement. « Pourquoi insistes-tu tant sur le lavage des mains » demanda un médecin senior avec mépris. « Parce que la maladie se transmet, monsieur. C'est ce que Maman Louise savait. » Les médecins se moquaient de ces superstitions africaines. Mais ils ne pouvaient nier les résultats. Les patients de Gabriel vivaient. Les leurs mouraient. Le docteur Laurent Duval, le médecin-chef de l'hôpital, un homme arrogant de 58 ans, remarqua le changement. Qui est responsable de ces améliorations dans le quartier des fièvres? C'est moi, docteur, mentit Philippe Moreau, protégeant Gabriel. J'ai introduit de nouvelles méthodes. Excellent. Vous devez publier vos résultats dans la revue médicale de Lyon. Philippe était déchiré. Il ne voulait pas voler le crédit de Gabriel, mais il savait aussi que si la vérité était révélée, Gabriel serait retiré immédiatement et ses méthodes rejetées simplement parce qu'elles venaient d'un esclave. « Je publierai, » dit Philippe finalement, « mais je dois mentionner mon assistant qui a contribué significativement. »« Votre assistant? Qui? »« Gabriel. Il est? » ?»« Le nègre ?» Duval rit cruellement. « Vous plaisantez. Vous ne pouvez pas créditer un esclave dans une publication,
médicale sérieuse. Ce serait une honte pour notre profession. Chapitre 3. La publication de l'article du docteur Philippe Moreau dans la revue médicale de Lyon en juin 1824 créa une sensation. Les méthodes décrites, bien que simples, montraient des résultats extraordinaires pour traiter la fièvre typhoïde et d'autres maladies. Philippe devint instantanément célèbre dans les cercles médicaux français. Mais Philippe portait le poids de son mensonge. Chaque compliment qu'il recevait lui rappelait que le vrai génie derrière ces méthodes était Gabriel, dont le nom n'apparaissait nulle part dans l'article. Il essaya de compenser en protégeant Gabriel, en s'assurant qu'il puisse continuer son travail à l'hôpital. Gabriel lui-même ne semblait pas troublé par l'absence de reconnaissance. « Je ne cherche pas la gloire, docteur Moreau, dit-il quand Philippe s'excusa en privé. Je veux juste aider les gens. Maman Louise ne cherchait jamais la gloire non plus. » Mais tout changea en août 1824. La duchesse de Valois, une aristocrate immensément riche et influente de 65 ans, tomba gravement malade. Tous les meilleurs médecins de Lyon furent appelés à son chevet dans son hôtel particulier magnifique. Le docteur Duval, le docteur Beaumont et une douzaine d'autres examinèrent la duchesse pendant des heures sans pouvoir identifier la cause de sa faiblesse croissante, de ses douleurs, de sa fièvre persistante. « C'est un déséquilibre des humeurs », diagnostiqua Duval. « Nous devons faire des saignées importantes. » Philippe Moreau était présent et de plus en plus inquiet. Il avait secrètement amené Gabriel, le faisant entrer par l'entrée des domestiques. Gabriel observa la duchesse de loin, écoutant les symptômes décrits. « Docteur Moreau, » murmura Gabriel, « je pense que c'est le cœur. La manière dont ses chevilles sont enflées, sa respiration courte, la couleur bleue de ses lèvres. » Maman Louise appelait ça le cœur fatigué, point. Philippe reconnut immédiatement que Gabriel avait raison. Les symptômes correspondaient à une insuffisance cardiaque. Mais suggérer cela signifiait contredire ouvertement Duval et les autres médecins seniors devant la famille de la duchesse. Il prit une décision courageuse. « Docteur Duval, avec respect, je pense que nous devons considérer une maladie du cœur plutôt qu'un déséquilibre des humeurs. » Absurde. Duval était furieux d'être contredit par un médecin plus jeune. Les symptômes sont clairement ceux d'un excès de sang. La saignée est le traitement correct. Mais les chevilles enflées, la difficulté respiratoire? Je n'ai pas besoin d'un jeune blanc bec pour m'enseigner la médecine. Faites la saignée. La saignée fut pratiquée. L'état de la duchesse empira dramatiquement. En quelques heures, elle était mourante. La famille paniquait. Les médecins étaient confus. Philippe, désespéré, fit quelque chose d'impensable. « Il y a quelqu'un qui peut peut-être l'aider, » dit-il à la famille de la duchesse. « Mais vous devez me faire confiance. » Il fit entrer Gabriel. Les autres médecins furent scandalisés. « Un nègre? Vous amenez un esclave pour traiter la duchesse. » « Cet homme a plus de talent médical que nous tous réunis, » déclara Philippe avec une conviction passionnée. Gabriel s'approcha du lit avec respect et humilité. Il examina la duchesse avec ses mains expertes, écouta son cœur, observa sa respiration. Le cœur est très faible. La saignée l'a affaibli encore plus. Elle a besoin de repos complet, d'air frais et d'une tisane spéciale pour fortifier le cœur. Des tisanes? Des superstitions africaines? Duval était outré. Mais le fils de la duchesse, le comte de Valois, était désespéré. « Faites ce qu'il dit. Ma mère est mourante de toute façon. Qu'avons-nous à perdre ?» Gabriel prépara ses remèdes avec des herbes qu'il gardait toujours avec lui. Il insista pour que la duchesse soit placée près d'une fenêtre ouverte avec des oreillers pour élever sa tête. Il prépara des tisanes 3 fois par jour avec une précision méticuleuse. Les autres médecins prédirent sa mort imminente. Mais jour après jour, la duchesse s'améliora. Sa respiration devint plus facile. L'enflure diminua. Sa couleur revint. Après 2 semaines, elle put s'asseoir et parler. « Qui m'a sauvé ?» demanda-t-elle finalement. « Gabriel, madame, » répondit Philippe. « Un homme remarquable. » La duchesse insista pour rencontrer Gabriel. Quand il entra, nerveux et humble, elle le regarda avec des larmes de gratitude. « Tu m'as sauvé la vie. Comment puis-je te remercier ?»« Vous n'avez pas besoin de me remercier. Madame, je suis heureux que vous alliez mieux. »« Tu es esclave, n'est-ce pas, du docteur Beaumont ?»« Oui, madame. Je vais acheter ta liberté. Tu mérites d'être libre. » Mais cette offre généreuse déclencha exactement ce que Philippe avait craint. Les médecins de Lyon, humiliés qu'un esclave noir ait réussi là où ils avaient échoué, se rassemblèrent contre Gabriel. Chapitre 4.
La proposition de la duchesse de Valois d'acheter la liberté de Gabriel provoqua une tempête dans les cercles médicaux et sociaux de Lyon. Le docteur Beaumont refusa catégoriquement de vendre Gabriel. « C'est ma propriété. Il reste avec moi. » Mais le vrai problème était plus profond. Le docteur Duval et ses collègues organisèrent une campagne pour détruire la réputation de Gabriel. Ils ne pouvaient tolérer qu'un esclave noir soit reconnu comme supérieur à des médecins universitaires blancs. Ce nègre pratique une médecine primitive et dangereuse, déclara Duval lors d'une réunion de l'Association médicale de Lyon. Ses succès sont de la pure chance. Il met en danger nos patients avec ses superstitions africaines. Mais la duchesse de Valois est vivante grâce à lui, protesta Philippe Moreau. La duchesse aurait survécu de toute façon. Et vous, docteur Moreau, vous déshonorez notre profession en collaborant avec un esclave. Une plainte formelle fut déposée contre Philippe pour pratiques médicales inappropriées pour avoir permis à Gabriel de traiter des patients. Philippe fut menacé de perdre sa licence médicale. Le docteur Beaumont, voyant le vent tourner et craignant pour sa propre réputation, interdit à Gabriel de pratiquer la médecine. Tu retournes à tes tâches domestiques. Plus d'hôpital, plus de patients. Si tu désobéis, je te vendrai aux plantations de sucre où tu travailleras dans les champs jusqu'à ta mort. Gabriel fut dévasté. Mais maître, les patients, ils ont besoin. Les patients seront soignés par de vrais médecins. Tu n'es qu'un esclave. Tu as oublié ta place. Philippe Moreau essaya d'intervenir, mais fut lui-même isolé par ses collègues. Son article médical, autrefois célébré, fut maintenant critiqué comme basé sur des méthodes non scientifiques. Sa réputation fut systématiquement détruite. Gabriel retourna à sa vie de domestique. Mais la nuit, secrètement, il commença à écrire. Il ne savait pas écrire le français parfaitement, ayant appris à lire et écrire en cachette en observant le fils de Beaumont faire ses devoirs. Mais il était déterminé à documenter tout ce que maman Louise lui avait enseigné, toutes ses propres observations. « Je vais écrire tout ce que je sais », dit-il à Philippe lors d'une visite secrète. « Peut-être qu'un jour, quelqu'un lira et comprendra. »« C'est dangereux, Gabriel. Si Beaumont découvre, je dois le faire. Ce savoir ne peut pas mourir avec moi. » Pendant 2 ans, de 1824 à 1826, Gabriel écrivit secrètement la nuit à la lueur d'une bougie volée. Il remplissait des pages de cahiers cachés sous son matelas. Il décrivait des centaines de maladies, leurs symptômes, leurs traitements. Il expliquait les principes d'hygiène, l'importance de l'eau propre, les propriétés des plantes médicinales. C'était un travail révolutionnaire, décennies en avance sur son temps. Il décrivait les concepts de transmission de maladies qui ne seraient découverts officiellement que 30 ans plus tard. Il expliquait les traitements qui sauveraient des millions de vies. Mais personne ne le sut jamais. En mars 1826, le docteur Beaumont découvrit les cahiers. Il était furieux. « Tu oses écrire? Tu prétends être médecin? Tu es un esclave. »« Maître, s'il vous plaît, c'est juste du savoir. Ça pourrait t'aider. Ça pourrait m'embarrasser. Si quelqu'un découvrait que mon esclave écrit des traités médicaux. » Beaumont saisit les cahiers et les jeta dans la cheminée. Gabriel regarda impuissant son travail de 2 ans brûlé. Toutes ses connaissances, perdues. Les larmes coulaient sur ses joues. Pourquoi? Pourquoi détruire quelque chose qui pourrait sauver des vies? Parce que tu es un esclave. Tu ne seras jamais rien de plus. Ce soir-là, quelque chose se brisa en Gabriel. Il avait accepté l'esclavage, accepté l'humiliation, accepté l'injustice. Mais voir son travail détruit, voir ce savoir qui aurait pu sauver tant de vies réduites en cendres, c'était trop. Il s'enfuit. Dans la nuit froide de mars, Gabriel quitta la maison des Beaumont et disparut dans les rues de Lyon. Il savait que c'était dangereux, qu'un esclave fugitif serait traqué, capturé, puni sévèrement. Mais il ne pouvait plus rester. Philippe Moreau le cacha dans sa propre maison pendant plusieurs semaines, risquant sa propre liberté. « Nous devons te faire sortir de France, » dit Philippe. « Il y a des abolitionnistes en Angleterre qui peuvent t'aider. »« Mais le savoir, Philippe, tout ce que j'ai écrit est perdu. » Alors écris-le à nouveau. Je t'aiderai. Chapitre 5 Pendant les semaines précieuses étendues où Gabriel se cachait dans la maison modeste de Philippe Moreau, située dans un quartier discret de Lyon loin des zones aristocratiques, ils travaillèrent ensemble avec une urgence fébrile, conscients que chaque jour pouvait être le dernier avant que Gabriel ne soit découvert et capturé. La maison de Philippe, bien que petite et simplement meublée, offrait quelque chose que Gabriel n'avait jamais vraiment connu, un espace de respect mutuel et de collaboration intellectuelle égale entre 2 hommes que la société considérait comme fondamentalement inégaux.
Philippe fournissait généreusement tout le matériel nécessaire, des rames entières de papier de bonne qualité qu'il achetait avec son maigre salaire réduit depuis sa disgrâce professionnelle, des plumes d'oie finement taillées, de l'encre noire de qualité supérieure. Gabriel, travaillant souvent 18 heures par jour avec une détermination presque maniaque, dictait et écrivait simultanément, reconstituant méthodiquement de mémoire tout ce qu'il avait si laborieusement documenté dans ses cahiers brûlés par le docteur Beaumont. Ce que tu décris ici sur la transmission des maladies par les particules invisibles, dit Philippe un après-midi pluvieux de mars avec un émerveillement croissant qui perçait dans sa voix. C'est absolument révolutionnaire et va à l'encontre de tout ce qu'on nous enseigne à l'université. Si cela était publié dans une revue médicale respectée, cela changerait fondamentalement notre compréhension de la médecine et sauverait potentiellement des millions de vies. Alors publiez-le sans hésitation, dit Gabriel avec une résignation tranquille qui cachait une profonde tristesse. Sous votre nom? Bien sûr. Je ne peux pas le publier sous le mien. Je suis légalement un esclave, une propriété, pas une personne aux yeux de la loi française. Mais vous, Philippe, vous pouvez. Vous avez les qualifications académiques, la crédibilité professionnelle même si elle a été endommagée. Gabriel, je ne peux pas voler ton travail encore une fois, protesta Philippe avec une véhémence passionnée, se levant brusquement de sa chaise et marchant nerveusement dans la petite pièce. J'ai déjà fait cette erreur terrible avec l'article sur la fièvre typhoïde. Je me suis approprié tes méthodes et tes découvertes. J'ai reçu toute la gloire qui t'appartenait de droit. Je porte cette honte chaque jour. Je ne peux pas répéter cette trahison. Ce n'est pas volé si je vous le donne librement de mon plein gré, répondit Gabriel avec une logique simple mais imparable. Philippe, écoutez-moi attentivement. Vous êtes un homme bon, fondamentalement décent dans un monde cruel. Je l'ai vu dans vos actions, dans la manière dont vous traitez tous les patients avec égalité, riches ou pauvres. Vous voulez vraiment aider les gens, pas juste gagner de l'argent ou de la réputation. Prenez ce savoir que je vous offre et utilisez-le pour faire le bien. Sauver des vies, c'est tout ce que je demande. C'est l'héritage que je veux laisser, même si mon nom n'y sera jamais attaché. Les deux hommes se regardèrent dans les yeux pendant un long moment chargé d'émotions complexes. Philippe voyait dans les yeux de Gabriel une acceptation mélancolique de l'injustice fondamentale du monde dans lequel il vivait, mais aussi une détermination inébranlable à faire quelque chose de significatif malgré tout. Gabriel voyait dans les yeux de Philippe une culpabilité rongante, mais aussi un engagement sincère à honorer le sacrifice qu'on lui demandait d'accepter. « Très bien, » dit finalement Philippe, sa voix étouffée par l'émotion. « Je publierai, mais je trouverai un moyen de te créditer d'une manière ou d'une autre. Peut-être pas ouvertement, car cela rendrait la publication impossible, mais subtilement. Les gens futurs qui liront attentivement comprendront. » Ils continuèrent leur travail collaboratif avec une intensité renouvelée. Gabriel dictait ses observations pendant que Philippe transcrivait, posant occasionnellement des questions pour clarifier ou développer certains points. Le manuscrit grandissait jour après jour, devenant un document médical extraordinaire qui combinait le savoir ancestral africain transmis par Mama Louise avec les observations empiriques méticuleuses de Gabriel accumulées pendant ses années de pratique. Le document couvrait des dizaines de maladies différentes, de la fièvre typhoïde aux maladies cardiaques, des infections pulmonaires aux affections digestives. Pour chaque maladie, Gabriel décrivait en détail les symptômes à observer, les signes physiques subtils que la plupart des médecins manquaient, les traitements efficaces incluant des herbes spécifiques et leur préparation exacte, et surtout, les principes généraux de prévention. « L'eau sale tue plus que les balles », dictait Gabriel. Dans la plantation où j'ai grandi, Mama Louise insistait toujours pour que l'eau de boisson vienne de sources propres, jamais des rivières où les gens se baignaient ou lavaient. Les villages qui suivaient cette règle avaient beaucoup moins de fièvre mortelle. Ce n'est pas de la superstition ou de la magie. C'est quelque chose dans l'eau elle-même qui rend malade. Philippe écrivait furieusement, reconnaissant la profondeur de cette observation. Les théories médicales dominantes de l'époque attribuaient les maladies à des miasmes ou des déséquilibres des humeurs corporelles. L'idée que l'eau elle-même pouvait transmettre des maladies était radicale et serait ridiculisée par la plupart des médecins. Mais Gabriel avait raison, comme Philippe le savait d'expérience. Les quartiers de Lyon avec de l'eau propre avaient effectivement moins de maladies. Mais avant qu'ils ne puissent terminer complètement leur travail monumental, avant que les derniers chapitres ne soient rédigés et que le manuscrit ne soit prêt pour une éventuelle publication, la catastrophe qu'ils craignaient tout de frappa avec une force brutale et inexorable. Le docteur Émile Beaumont, consumé par la rage et l'humiliation d'avoir perdu son esclave précieux et déterminé à le récupérer non par affection mais par principe de propriété, avait utilisé méthodiquement toutes ses connexions sociales et politiques considérables dans la haute société lyonnaise pour tracer Gabriel. Il avait engagé des détectives privés spécialisés dans la traque d'esclaves fugitifs.
Il avait offert des récompenses substantielles pour des informations. Il avait fait pression sur ses collègues médecins pour révéler s'ils avaient eu des contacts avec Gabriel. Finalement, inévitablement, quelqu'un parla. Un domestique travaillant pour un voisin de Philippe avait remarqué des activités inhabituelles, des lumières tard dans la nuit, deux voix masculines en conversation. Pour quelques pièces d'or, il révéla ses soupçons à l'un des détectives de Beaumont. Une nuit froide et pluvieuse de fin mars 1826, la police arriva à la maison de Philippe avec un mandat officiel signé par un juge sympathique aux intérêts de Beaumont. Ils frappèrent violemment à la porte à 2 heures du matin, réveillant brutalement les deux hommes qui travaillaient encore sur le manuscrit, malgré leur tardive. « Ouvrez au nom de la loi. Nous savons que l'esclave fugitif Gabriel est ici. » Philippe et Gabriel se regardèrent avec désespoir. Ils savaient tous deux que c'était la fin. Philippe ouvrit lentement la porte. 6 policiers entrèrent, accompagnés par le docteur Beaumont lui-même, qui voulait savourer personnellement ce moment de victoire. « Gabriel, esclave appartenant légalement au docteur Émile Beaumont, vous êtes en état d'arrestation pour le crime de fuite et d'abandon de votre maître légal, » déclara le sergent de police avec une autorité bureaucratique froide. « Docteur Philippe Moreau, vous êtes également en état d'arrestation pour le crime grave de cacher un esclave fugitif, entrave à la justice et conspiration contre les droits de propriété légitime. » Gabriel ne résista pas. Il tendit calmement ce poignet pour être enchaîné, maintenant une dignité remarquable même dans la défaite. Philippe protesta avec véhémence mais fut également maîtrisé et menotté. Les policiers fouillèrent systématiquement la maison, saisissant toutes les preuves de leur crime. Ils trouvèrent le manuscrit, des centaines de pages de connaissances médicales révolutionnaires, soigneusement organisées et annotées. « Qu'est-ce que c'est » demanda le sergent en feuilletant les pages. « C'est un traité médical que nous avons écrit ensemble », expliqua Philippe avec une fierté défiant malgré les circonstances. « C'est un travail de génie qui pourrait révolutionner la médecine. » Un esclave écrivant un traité médical. Beaumont rit avec un mépris cruel et théâtral. « C'est exactement la preuve que nous avons besoin. » Ce nègre prétendait être médecin, usurpant une profession qui lui est interdite par sa nature même. Et vous, Moreau, vous l'avez encouragé dans cette folie. Le manuscrit fut saisi comme pièce à conviction matérielle dans leur procès à venir. Philippe supplia qu'au moins une copie soit faite, que le savoir soit préservé, mais ses supplications furent ignorées avec indifférence. Le procès qui suivit 2 mois plus tard, en mai 1826, fut une mascarade de justice, un spectacle conçu non pour établir la vérité mais pour réaffirmer l'ordre social et racial existant. Il se déroula dans le tribunal principal de Lyon, une salle imposante avec des plafonds hauts et des boiseries sombres conçues pour intimider. Le juge était M. Henri Marchand, un homme âgé de 72 ans aux opinions profondément conservatrices, connu pour sa sévérité particulière envers toute forme de défi à l'ordre établi. Gabriel ne fut pas autorisé à témoigner en sa propre défense. En tant qu'esclave, la loi française ne reconnaissait pas sa parole comme ayant une valeur légale. Il dut s'asseoir en silence, enchaîné, pendant que d'autres parlaient de lui comme s'il n'était qu'un objet, une propriété égarée qu'on avait retrouvée. Le docteur Beaumont témoigna longuement sur la trahison de Gabriel. « Je l'ai traité avec bonté, lui ai donné un toit, de la nourriture, même permis d'assister à mon travail médical. Et comment m'a-t-il remercié? En s'enfuyant comme un voleur dans la nuit. Pire, en prétendant pratiquer la médecine, une profession noble réservée aux hommes éduqués et civilisés. » Le procureur, un homme ambitieux nommé Lucien Dubois cherchant à se faire un nom dans cette affaire très médiatisée, fut encore plus virulent dans son réquisitoire. « Messieurs du jury, ce cas n'est pas simplement sur un esclave qui a fui son maître légitime. C'est sur quelque chose de beaucoup plus dangereux, un esclave qui a oublié sa place, qui s'est imaginé égal à ses supérieurs, qui a osé aspirer à une profession qui requiert une intelligence et une éducation qui ne peut simplement pas posséder par la nature de sa race. » Philippe fut autorisé à témoigner, mais chaque mot qu'il dit fut tourné contre lui. « Vous admettez avoir caché l'esclave fugitif Gabriel dans votre maison. »« Oui, mais... » « Et vous admettez avoir collaboré avec lui pour écrire ce prétendu traité médical? » « Ce n'est pas un prétendu traité. C'est un travail authentique de génie médical. »« Génie ?» Le procureur rit avec une théâtralité calculée. « Un esclave nègre? Génie médical? Docteur Moreau, votre association avec cet homme vous a clairement dérangé mentalement. Vous avez été séduit par ses ruses, trompé par ses imitations de comportements civilisés. Il n'imite rien. Gabriel comprend la médecine mieux que la plupart des médecins formés en université que je connais. Alors vous insultez votre propre profession et éducation. Vous déshonorez tous les médecins respectables. Le verdict était inévitable dès le début.
Le jury, composé entièrement de propriétaires blancs riches, délibéra moins d'une heure avant de revenir avec leur décision. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Le juge marchand prononça les sentences avec une solennité pompeuse qui cachait à peine sa satisfaction. Docteur Philippe Moreau, vous avez trahi votre classe, votre race et votre profession. Vous avez déshonoré le noble art de la médecine en vous associant de manière inappropriée avec un esclave, en lui permettant de prétendre à des compétences qu'il ne peut naturellement posséder. Vous avez encouragé ces dangereuses délusions de grandeur. Pour ces crimes graves contre l'ordre social, vous êtes condamné à 3 ans de prison dans des conditions de travaux forcés et à la révocation permanente et irrévocable de votre licence médicale. Vous ne pratiquerez plus jamais la médecine en France. Philippe baissa la tête, acceptant son sort. 3 ans de prison étaient supportables. Mais ne plus jamais pouvoir pratiquer la médecine, ne plus jamais pouvoir aider les patients. C'était une mort professionnelle plus douloureuse que la mort physique. Quant à l'esclave Gabriel, continua le juge avec une dureté encore plus prononcée, son crime de fuite est aggravé par son arrogance, sa prétention à une éducation et des capacités au-dessus de sa station. Il a infecté d'autres avec ses idées dangereuses. Il représente un exemple terrible qui pourrait encourager d'autres esclaves à oublier leur place. Par conséquent, il ne retournera pas à son maître précédent à Lyon. Il est condamné à être vendu immédiatement aux colonies sucrières, où le travail dur dans les champs lui rappellera sa véritable nature et sa place dans l'ordre divin des choses. Gabriel ferma les yeux en entendant la sentence. Les plantations de canne à sucre étaient des lieux de mort lente. L'espérance de vie moyenne d'un esclave dans ces plantations était de 7 ans seulement. Le travail était si brutal, les conditions si terribles, que même les corps les plus forts se brisaient rapidement. C'était essentiellement une condamnation à mort, juste plus lente qu'une pendaison. Dans les jours qui suivirent le procès, Gabriel fut vendu à un marchand d'esclaves spécialisé dans l'exportation de main-d'œuvre vers les colonies. Il fut enchaîné avec une 12aine d'autres prisonniers dans la cale sombre et puante d'un navire marchand partant de Marseille vers la Martinique. Le voyage dura 6 semaines de misère absolue, entassé dans un espace à peine assez haut pour s'asseoir, nourri de bouillie infecte une fois par jour, respirant un air vicié qui rendait plusieurs malades. Gabriel arriva à la Martinique en juillet 1826, amaigri et affaibli mais pas brisé dans son esprit. Il fut vendu à la plantation Beau Séjour, une des plus grandes et plus brutales plantations de canne à sucre de l'île, possédée par M. Auguste Lavigne, un colon impitoyable connu pour travailler ses esclaves littéralement jusqu'à la mort. La vie dans la plantation était tout ce que Gabriel avait fui des années auparavant. Il travaillait 18 heures par jour sous le soleil tropical brûlant, coupant la canne à sucre avec une machette lourde jusqu'à ce que ses mains saignent et que son dos soit courbé de douleur. La nourriture était insuffisante, juste assez, pour maintenir les esclaves en vie pour travailler. Les punitions pour la moindre infraction étaient sévères et publiques. Mais même là, dans cet enfer terrestre, Gabriel ne put s'empêcher d'être ce qu'il était. Il remarquait quand un esclave compagnon tombait malade. Il voyait les signes de fièvre, d'infection, de déshydratation. Et la nuit, après que les surveillants soient partis, il allait secrètement de hutte en hutte, soignant les malades avec ce qu'il pouvait trouver. « Qui es-tu » demanda une vieille femme nommée Thérèse la première fois qu'il vint la soigner alors qu'elle brûlait de fièvre. « Tu n'es pas médecin des Blancs ?»« Non, je suis comme toi, mais j'ai appris à guérir. Laisse-moi t'aider. » Il utilisait les plantes locales que Maman Louise lui avait décrites, des plantes similaires qui poussaient aussi aux Antilles. Il préparait des tisanes, des cataplasmes. Il insistait sur l'eau propre, l'air frais. Et miraculeusement, beaucoup de ceux qu'il soignait survivaient alors que sans lui, ils seraient morts. Sa réputation grandit parmi les esclaves. « Il y a un guérisseur parmi nous », chuchotait-il. « Il a été envoyé pour nous aider. » Certains pensaient qu'il avait des pouvoirs magiques. Gabriel riait doucement et expliquait que ce n'était pas de la magie, juste de l'observation et du savoir. Mais cette activité était dangereuse. Les propriétaires de plantations ne voulaient pas d'esclaves qui étaient trop indépendants, trop capables. En 1829, Gabriel fut découvert en train de soigner un enfant malade. Le surveillant le battit sévèrement en avertissement. « Tu es là pour couper la canne, pas pour jouer au docteur. » Mais Gabriel ne pouvait pas s'arrêter. C'était qui il était. Il continua secrètement, plus prudemment, toujours risquant sa sécurité pour aider les autres. En 1834, à l'âge de 35 ans, Gabriel lui-même tomba malade d'une fièvre tropicale virulente. Ironiquement, le médecin de la plantation, un homme blanc incompétent qui traitait rarement les esclaves avec sérieux, refusa de le soigner. C'est juste un esclave des champs. S'il meurt, on en achètera un autre. Gabriel mourut après 3 jours de fièvre intense et délirante,
soigné seulement par ses compagnons esclaves qui pleurèrent sincèrement sa perte. Il fut enterré dans une tombe non marquée dans le cimetière des esclaves, une fosse peu profonde rapidement recouverte de terre. Aucun registre officiel n'enregistra sa mort. Pour le monde colonial français, il avait simplement cessé d'exister, un esclave de plus mort dans les plantations, sans importance, sans mémoire. Pendant ce temps, en France, Philippe Moreau sortit de prison en 1829, physiquement et spirituellement brisé. Sa santé avait été détruite par 3 ans de travaux forcés dans des conditions terribles. À 35 ans, il semblait avoir 60 ans, voûté, émacié, ses mains autrefois habiles pour la chirurgie maintenant tremblantes et endommagées. Sans licence médicale, sans argent, ostracisé par ses anciens collègues, Philippe survécut misérablement en donnant des leçons privées aux enfants riches, enseignant les sciences et les mathématiques. Il vivait dans une chambre sordide, mangeant à peine, dépensant ce peu d'argent qu'il gagnait pour l'alcool qui engourdissait temporairement sa douleur et ses regrets. Mais il n'oublia jamais Gabrielle. Dans son journal personnel, qu'il écrivait fidèlement chaque soir à la lumière d'une bougie vacillante, il documentait tout ce dont il se souvenait de Gabrielle, leurs conversations, les enseignements médicaux, les observations brillantes. C'était sa manière de préserver la mémoire de l'homme qui l'avait tant inspiré. 1er mai 1830, j'ai rêvé de Gabrielle encore cette nuit. Nous étions à l'hôpital, soignant les malades ensemble. Il souriait, ce sourire rare et précieux qu'il avait quand un patient guérissait. Je me demande s'il est encore vivant dans ces plantations terribles. Je prie qu'il le soit, mais je sais que les chances sont minces. J'ai échoué à le protéger. J'ai échoué à défendre son génie. Je porte cette honte comme une pierre autour de mon cou. 15 août 1832, j'ai rencontré le docteur Duval dans la rue aujourd'hui. Il m'a ignoré complètement, passant comme si j'étais invisible. C'est mieux ainsi. Je ne veux plus rien avoir à faire avec ces hypocrites qui se prétendent médecins, mais qui ont détruit le plus grand médecin que j'ai jamais connu simplement parce qu'il était noir et esclave. 23 décembre 1834, j'ai entendu une rumeur terrible aujourd'hui. Quelqu'un a mentionné que l'esclave Gabriel, envoyé aux plantations de Martinique, serait mort il y a quelques mois de fièvre. Je ne sais pas si c'est vrai. Je prie que ce soit faux. Mais si c'est vrai, alors le monde a perdu un génie et personne ne s'en soucie même. Son nom sera oublié, son travail perdu, comme s'il n'avait jamais existé. Et moi, j'ai contribué à cette tragédie par ma faiblesse et ma lâcheté. Philippe Moreau mourut en 1845, à 51 ans, d'une pneumonie aggravée par des années de malnutrition et d'alcoolisme. Il mourut seul dans sa chambre misérable, son journal fermement serré contre sa poitrine. Le propriétaire qui découvrit son corps jeta la plupart de ses possessions, gardant seulement quelques objets de valeur. Le journal fut jeté dans une pile de déchets destinés à être brûlés. Par chance extraordinaire, un chiffonnier nommé Pierre Leclerc récupéra le journal avant qu'il ne soit détruit, pensant que le papier pourrait être revendu. Mais en feuilletant les pages, il fut intrigué par ce qu'il lisait. Il vendit finalement le journal à un bouquiniste qui le mit dans sa collection de vieux livres et documents. Là, le journal resta pendant presque 50 ans, non lu, accumulant la poussière sur une étagère oubliée. Pendant ce temps, le manuscrit médical que Gabriel et Philippe avaient créé ensemble resta dans les archives judiciaires de Lyon, classé comme pièce à conviction 1826 à 247, dans une boîte scellée dans un sous-sol humide. Personne ne pensa jamais à le lire. C'était juste un document légal parmi des milliers d'autres, sans signification particulière pour les archivistes qui les organisaient. Les décennies passèrent. Le monde médical avança, découvrant nouvellement des principes que Gabriel avait compris des décennies auparavant. Louis Pasteur développa sa théorie révolutionnaire des germes dans les années 1860, prouvant que des micro-organismes invisibles causaient des maladies. Il reçut des honneurs internationaux, des prix prestigieux, sa place assurée dans l'histoire médicale pour toujours. Ignaz Semmelweis, travaillant à Vienne, prouva de manière concluante l'importance critique du lavage des mains pour prévenir les infections en 1847. Initialement ridiculisé par ses collègues, il fut finalement reconnu après sa mort comme un pionnier de l'hygiène médicale. Florence Nightingale révolutionna les soins infirmiers dans les années 1850 en insistant sur la propreté, l'air frais et l'hygiène dans les hôpitaux. Elle devint une héroïne nationale en Angleterre, admirée internationalement. Tous ces pionniers médicaux reçurent la reconnaissance mondiale, les honneurs académiques, les monuments et les statues. Les livres d'histoire médicale consacrèrent des chapitres entiers à leur contribution. Des hôpitaux et des écoles médicales furent nommés en leur honneur. Aucun d'entre eux ne sut jamais qu'un esclave noir nommé Gabriel Moreau avait compris ces mêmes principes fondamentaux décennies auparavant à Lyon, que ses observations et son savoir avaient été.
systématiquement documenté dans un manuscrit extraordinaire qui dormait non lu dans des archives poussiéreuses. Ce n'est qu'en 1994, presque 170 ans après que Gabriel et Philippe aient créé leur manuscrit, qu'un jeune historien médical nommé docteur, Marc Fontaine, faisant des recherches sur l'histoire de la médecine à Lyon pour sa thèse de doctorat, tomba par hasard sur le manuscrit. Il cherchait des documents sur les procès médicaux du XIXe siècle et demanda l'accès aux archives judiciaires de 1820 à 1830. L'archiviste, une femme âgée nommée Madame Dupont qui travaillait là depuis 30 ans, lui apporta plusieurs boîtes poussiéreuses. « Personne n'a regardé ces documents depuis leur archivage, dit-elle. Vous êtes le premier en presque 200 ans. » Marc ouvrit la boîte étiquetée 1826 à 247 et sortit le manuscrit. Même après presque 2 siècles, le papier était remarquablement bien préservé grâce aux conditions fraîches et sèches du sous-sol d'archives. Il commença à lire et fut immédiatement captivé. Les premières pages décrivaient des observations sur la transmission des maladies qui correspondaient presque exactement à la théorie des germes de Pasteur, mais datées de 1826, plus de 30 ans avant Pasteur. D'autres pages discutaient de l'importance du lavage des mains dans des termes qui auraient pu être écrits par Semmelweis. Il y avait des sections sur l'hygiène hospitalière qui anticipaient le travail de Nightingale. « C'est impossible », murmura Marc pour lui-même, tournant page après page avec une excitation et une incrédulité croissante. Comment quelqu'un pouvait-il comprendre tout cela en 1826 ? Il lut le document complet, plusieurs centaines de pages, en 2 jours de lecture intensive presque sans interruption. Puis il retourna au dossier judiciaire pour comprendre le contexte. Il lut les transcriptions du procès, les témoignages et finalement découvrit la véritable histoire. Un esclave noir nommé Gabriel avait créé ce manuscrit révolutionnaire avec l'aide du docteur Philippe Moreau. Marc fut profondément troublé et ému par ce qu'il découvrit. Ce manuscrit démontrait clairement que Gabriel avait possédé une compréhension de la médecine extraordinairement avancée pour son époque, décennies en avance sur les découvertes officielles. Et pourtant, son nom avait été complètement effacé de l'histoire médicale. Il passa les 6 mois suivants à faire des recherches approfondies, essayant de trouver plus d'informations sur Gabriel. Il découvrit des mentions dans de vieux journaux de Lyon sur l'esclave guérisseur qui avait aidé pendant l'épidémie de 1824. Il trouva des registres de vente montrant que Gabriel avait été vendu et expédié en Martinique. Il trouva même le journal de Philippe Moreau dans une collection privée d'un descendant du bouquiniste qu'il avait acheté. En 1996, Marc Fontaine publia un article académique détaillé dans la prestigieuse revue d'histoire de la médecine intitulée Gabriel Moreau, le génie médical oublié de Lyon. L'article documentait méticuleusement l'histoire de Gabriel, citait extensivement du manuscrit et argumentait avec passion que Gabriel méritait d'être reconnu rétroactivement comme un pionnier majeur de la médecine moderne. L'article créa une certaine sensation dans les cercles académiques d'histoire médicale. Des débats s'ensuivirent. Certains historiens acceptèrent les arguments de Marc et commencèrent à inclure des mentions de Gabriel dans leurs travaux. D'autres restèrent sceptiques, suggérant que le manuscrit était peut-être un faux ou que les contributions de Gabriel avaient été exagérées. Mais malgré l'article de Marc et les efforts de quelques historiens dévoués, Gabriel Moreau reste largement inconnu même aujourd'hui, plus de 20 ans après la redécouverte de son manuscrit. La plupart des livres d'histoire médicale continuent à créditer exclusivement Pasteur, Semmelweis et Nightingale, ignorant complètement que leur découverte avait été anticipée par un esclave dont le savoir et le génie furent systématiquement effacés par le racisme et l'injustice. Le manuscrit original de Gabriel est maintenant conservé précieusement dans les archives médicales spéciales de l'Université de Lyon, disponibles pour les chercheurs sur demande. C'est un témoignage silencieux mais éloquent d'un homme extraordinaire qui savait que son nom serait probablement oublié mais qui a quand même essayé désespérément de préserver son savoir pour les générations futures, espérant contre tout espoir que quelqu'un, quelque part, un jour, comprendrait et reconnaîtrait la valeur de ce qu'il avait à offrir. L'histoire de Gabriel Moreau est un rappel tragique et bouleversant de combien de génies ont été perdus à travers l'histoire à cause du racisme systémique, de l'esclavage et de l'injustice sociale. Combien de découvertes scientifiques et médicales auraient pu être faites plus tôt si les talents et les contributions de personnes comme Gabriel avaient été reconnus et encouragés plutôt que supprimés et effacés. Combien de vies innombrables auraient pu être sauvées si le savoir médical de Gabriel avait été publié et diffusé largement en 1826 plutôt que caché dans des archives pendant presque 2 siècles. Ces questions hantent encore ceux qui connaissent son histoire. Gabriel représente non seulement sa propre tragédie personnelle, mais aussi les milliers, peut-être millions d'autres personnes à travers l'histoire dont les talents, les génies, les contributions potentielles ont été perdus simplement parce qu'ils sont nés dans les mauvaises circonstances, avec la mauvaise couleur de peau, dans les mauvaises structures sociales. Le docteur Marc Fontaine
maintenant professeur d'histoire médicale, termine chaque cours qu'il enseigne sur l'histoire de la médecine moderne avec l'histoire de Gabriel. Quand vous étudiez Pasteur, Semmelweis et Nightingale, dit-il à ses étudiants, souvenez-vous de Gabriel Moreau. Souvenez-vous qu'il a compris ces principes décennies avant eux. Souvenez-vous que l'histoire est écrite par ceux qui ont le pouvoir d'écrire, pas nécessairement par ceux qui méritent le plus d'être appelés. Et demandez-vous, combien d'autres Gabriel y a-t-il eu? Combien d'autres histoires n'avons-nous jamais entendues? Astérisque, astérisque, et ainsi se termine une autre histoire d'époque passée. Abonnez-vous à la chaîne et suivez de nouvelles histoires qui émeuvent, inspirent et transforment. Astérisque, astérisque.